Ici Louis Lemieux. Bienvenue à un autre épisode de Communication 360, une émission web par les communicateurs, pour les communicateurs et avec des communicateurs du grand monde, de la grande industrie des communications à Montréal et au Québec. On aborde des questions sous l'angle des communications, comme par exemple le sujet de l'été au Québec, la crise des migrants. Est-ce que c'était une crise de communication? On en parle avec deux communicateurs qui vont nous expliquer leur point de vue et avec qui on va pouvoir décrypter cette crise-là. Je commence ici avec Monsieur Carl Charret, j'allais dire Monsieur le Tube. Salut Carl. Salut, comment ça va? On va parler du Tube un peu plus tard, évidemment. Et quelqu'un que je ne connaissais pas, et j'avoue que si ce n'était pas de Carl et de son fil Facebook qui m'a présenté Monsieur Frédéric Bérard sur ses interventions en métro, je ne l'aurais probablement pas lu, mais là, je l'ai vu. Voilà. Mais c'est pas juste des interventions en métro. C'est qui, Frédéric Bérard? C'est une question? Oui. Ah oui, ben je sais pas Carl a l'air de savoir plus que moi. C'est ça, je suis avocat, je suis docteur en droit, puis je travaille maintenant au métro comme chroniqueur depuis environ un an, puis dans divers médias comme TVA, V, mais je suis jamais allé à RDI matin avec toi, Louis, donc ça, Non, c'est pour ça que je ne te connaissais pas. Choses. Mais la partie métro, c'est pas juste chroniqueur, c'est chroniqueur vidéo. Oui, ben en fait, je suis chroniqueur régulier sur papier, mais depuis maintenant, je dirais environ 2 mois, il y a une nouvelle formule qui est celle des capsules vidéo où je réponds essentiellement aux commentaires de personnes qui ont lu mes chroniques et ont décidé qu'ils avaient quelque chose à dire à ce niveau-là. Est-ce que tu aimes ça quasiment autant que d'écrire, de répondre? Ça va plus vite un peu. Et puis, non, en fait, je pense que c'est important qu'on soit capable, comme chroniqueur, puis évidemment, chacun fait ses trucs, là, puis je respecte ça, mais je pense que c'est important comme chroniqueur de rester en contact, si on peut dire, avec un lectorat aussi, mais avec une population de manière plus générale. Je pense qu'une des graves erreurs que plusieurs, en fait, ont fait depuis plusieurs années, justement, c'est cette espèce de scission entre l'intellectualisme, entre guillemets, là, au sens très, très, très large du terme, et la population en général. On le voit, par exemple, aux États-Unis, avec ce qui se passe notamment chez les Trumpistes, où il y a eu, de toute évidence, une certaine révolte contre les élites, notamment intellectuelles. Et de ce fait-là, je pense qu'il faut essayer de renverser cette tendance-là. Et là, je ne m'inclus pas dans l'élite intellectuelle, là, qu'on se comprenne bien, mais idéalement, être capable de créer des ponts, je pense que c'est la clé et on ne le fait peut-être pas suffisamment. Mais c'est drôle, hein, parce que regarde ce qu'il est en train de faire. Il ne s'inclut pas. Il est docteur en droit, mais il ne s'inclut pas dans l'élite intellectuelle. On a perdu cette espèce de son-là, d'être capable... En fait, on a perdu le respect des élites. Que ce soit le respect qu'on avait des politiciens. Et moi, je me souviens quand j'ai juste 40 ans, tu me diras, mais je me souviens quand j'étais petit, d'amener un député ou d'amener un ministre à ton événement, c'était quelque chose. Maintenant, d'amener un député ou un ministre, c'est parce que tu veux lui lancer des tomates. On a perdu cette espèce de respect à l'élite, respect aux gens qui peuvent nous aider dans nos réflexions. Et je pense que ça fait partie de toute crise qu'on vit en termes de communication, c'est qu'il n'y a plus d'interaction ou de hiérarchisation des gens qui ont certaines connaissances, non pas parce qu'ils ont des connaissances de base, parce qu'ils ont approfondi leurs connaissances, parce qu'ils ont étudié, parce qu'ils ont pris la peine d'écrire 1, 2, 3 thèses pour arriver à mieux cerner leurs sujets et leurs idées. Pourquoi est-ce qu'il faudrait s'excuser de faire partie de l'élite? Puis de l'autre côté, pourquoi est-ce qu'il faudrait s'excuser de dire à quelqu'un s'il est raciste ou pas? Pour moi, ça fait partie de la même problématique. Je suis d'accord avec toi, Carl, évidemment, mais je tournerais ça aussi de l'autre côté. Je pense que la responsabilité est partagée. Dans l'optique où les intellectuels, et je le répète au sens large, ont un sens, à mon avis, abandonné en quelque sorte la démocratie. Si tu es un spécialiste d'un truc en particulier, parce que tu as fait une thèse de doctorat sur un sujet précis, mais tu refuses de participer à certaines émissions médiatiques dites populaires par snobisme intellectuel ou prétendument scientifique, c'est ton erreur. Pourquoi? Parce que si tu es incapable de vulgariser ta thèse, bon, qu'est-ce qu'il en reste? Et deuxièmement, si tu refuses pour des raisons de snobisme, tu crées justement l'espèce de scission dont je parlais tout à l'heure. Et c'est pas surprenant que ces gens-là, qui n'ont pas accès à la même information, tôt ou tard finissent par se rebeller dans un certain sens et aussi manquer d'informations primaires. On l'a vu avec la crise des migrants, puis bon, c'est plus que c'est le sujet d'aujourd'hui. Quand Jean-François Lisée et François Legault s'amusaient à nous dire qu'il s'agissait ici d'immigrants illégaux et s'exciter avec ça, et là, tout le monde, ben, c'est illégal, c'est illégal, c'est illégal. Il n'y a jamais personne dans ces gens-là, c'est des chefs de parti
partis qui se sont donné la peine de savoir si oui ou non c'était illégal. En fait, d'après moi, François Legault était pas certain qu'il sait de quoi il parle quand il parle de ça. Jean-François Lisée, lui, le sait. Et donc, il a joué sur la question de la désinformation avec, de toute évidence, un grand succès. Et ça, c'est dangereux. Là, tu viens de m'emmener exactement dans le cœur du sujet, puis je l'aurais évité encore un peu parce que la Société d'admiration mutuelle, ça marchait bien, mais on est en train de toucher un point fondamental. Écrire pour un journal, c'est une chose, répondre à ses lecteurs, c'en est une autre. Et lui, c'est ma référence en médias sociaux. Et je pense qu'en faisant ce qu'il fait, c'est ça qui t'a, entre guillemets, charmé, c'est qu'il va au bout de son exercice. Oui, il va au bout de son point et c'est ça qu'on doit faire. C'est beau de dire « je stage des questions, je stage des réponses ». Rares sont les chroniqueurs qui vont oser approfondir. Et tu le sais, Louis, tu en as eu des chroniqueurs sur tes diverses émissions, que ce soit à la radio ou à la télé. Et lorsque le chroniqueur sort des ondes, il n'a pas du tout le même discours que quand il est en ondes. Et ça, pour moi, ce qui m'a charmé des écrits de Frédéric, c'est que tu lis, et après ça, il a dans sa face, parce qu'ils font par exprès, je veux dire, c'est stagé, c'est des médias sociaux, ils produisent du contenu, donc ils ne prennent pas les questions les plus faciles, ils lui lancent 2-3 questions qu'ils savent qui vont le faire réagir. Au fil des capsules, il commence à comprendre sa personnalité, et là, la jeune demoiselle se fait un plaisir de lui lancer 2-3 questions de suite. Et là, c'est des rapides et il s'élance, parce que c'est un fan de baseball comme moi, il s'élance sur chacune des balles avec un aplomb qui est extrêmement difficile parce que ce n'est pas facile de répondre à brûle-pourpoint à une question. Tu as beau être un spécialiste d'un sujet, il faut que tu aies le temps de réflexion et la différence. Et je te dis, il n'y a pas beaucoup de chroniqueurs. Même moi, je ne suis pas sûr, dans les sujets dans lesquels je suis assez ferré, que j'oserais nécessairement répondre à brûle-pourpoint. Ça prend une énorme compréhension d'un sujet pour être capable de faire ça, puis c'est pas donné à tout le monde. Et ça se passe chez Métro. Oui, en fait, c'est une initiative de Rachel McDuff, qui est la nouvelle rédactrice en chef depuis quelques mois, moi-même et Colin Racicot, qui est le réalisateur. Fin de la Société d'admiration mutuelle et retour dans... J'ai même pas eu le temps de dire quelque chose de positif, à part qu'il est mieux êtes bien. Il n'y a pas grand-chose de dire. Mais retour au vif du sujet, puis tu l'avais déjà abordé, Frédéric, mais je voulais qu'on fasse ce détour-là de toute façon. Est-ce que c'était... A priori, un problème, on verra si c'est une crise de communication, là, mais est-ce que quand la crise a éclaté, est-ce qu'on n'a pas commencé par avoir une crise de l'ignorance par rapport à la sémantique, par rapport à la loi, par rapport à? Là? On a pris un presto et on a foutu le couvercle en se disant le couvercle va être capable de contenir le presto. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce que nos gouvernements font depuis des années, que ce soit municipal, que ce soit provincial, que ce soit fédéral. Lorsqu'il arrive une crise, et c'est ce que la plupart des spécialistes en communication, moi compris sur certaines crises, disent « on va mettre le couvercle sur le presto, ça va se calmer ». Là où on a mal étudié la situation, là où on a mal évalué la situation, c'est qu'on n'a pas pensé regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde. Ce qui se passe en France, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe où il y a des véritables crises de migrants à l'heure actuelle, et de mettre le couvercle sur le presto fait que le fameux presto, il pop à chaque fois. Puis une explosion de presto, là, regardez sur YouTube, là, vous allez voir que c'est pas bon. Il n'y a pas de fun là-dedans. Il n'y a pas de fun là-dedans. C'est ça que c'est passé. Mais donc, crise de communication ou pas, il y avait une crise... Puis peut-être que c'est parce que c'était l'été. Peut-être que c'est parce que ça nous a surpris un peu, on ne l'a pas vu venir. Bon. Mais au bout du compte, moi, ça m'a étonné jusqu'à quel point c'était du tout et du n'importe quoi. L'immigration illégale jusqu'à des demandeurs d'asile en passant par des gens. Puis encore à ce jour, j'ai encore de la misère à comprendre ceux qui en parlent en sachant pas ce que c'est que de se présenter à la frontière puis demander l'asile. C'est pour ça que je t'ai invité. Je me disais que tu allais m'éclairer. En fait, une histoire courte parce qu'elle pourrait être très longue puis il y a un paquet de sous-questions potentielles, là, mais ce qui s'est passé, là, premièrement, c'est pas une crise politique. C'est pas une crise de demandeurs d'asile, ça n'existe pas, ça. Okay? Puis on a la crise facile au Québec. Hein? On se rappelle, il y a une couple d'années, là, c'était rendu la crise des algues bleues. Là, quand une société est capable d'être en crise pour des algues bleues, là, c'est qu'on a la crise assez facile. Merci. Bon. Là, ici, on parle de 2-3 000 demandeurs d'asile. OK? C'est tout. Voilà la fin du monde. Dans 30 ans, là, on dit que l'ONU nous dit qu'il y aura 250 millions de réfugiés qui vont chercher des radeaux et des terres d'asile du fait du réchauffement climatique. Donc, pour ceux qui s'énervent avec les 2000 Haïtiens, là, vous n'allez pas fini d'en voir, c'est encore là dans 30 ans. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante de comprendre, c'est qu'au-delà du nombre qui est minimaliste,
Du reste, ces gens-là n'ont rien d'illégal. Il n'y a personne d'illégal. C'est une fausse notion. C'est un concept démagogique qui a été créé par certains politiciens qu'on connaît assez bien pour mousser une option qui, malheureusement, fonctionne de mieux en mieux. Et pourquoi je dis ça? Parce que ces gens-là qui débarquent ici, qu'est-ce qu'ils font, première affaire? Ils font une demande d'asile. Okay? Conformément à quoi? Aux obligations internationales du Canada. Conformément à quoi? Aux obligations internationales du Canada qui ont été reconnues par Québec, par forme de décret. Québec, notamment René Lévesque et certains de ses successeurs, ont adhéré à ces principes-là. Là, déjà là, on commence légal, et cette demande-là, qui est très, très simple, en fait, c'est qu'on suit un processus créé par la loi. Je fais ma demande. Ultimement, j'obtiendrai une décision d'un tribunal impartial qui va me dire oui, qui va me dire non. J'ai fait des recherches, dans 40% des cas, ces demandes-là sont refusées. Et là, je ne parle pas ici de manière précise, mais plutôt de manière générale. Ce qui veut dire qu'il y en a pratiquement 1 sur 2 qui est expulsé du pays. Et donc, ces gens-là ont décidé, et c'est leur choix, et c'est même, pas fâcher personne, là, mais c'est leur droit, d'exercer les droits qui leur sont prévus par ces conventions-là, auxquelles le Canada a adhéré, de participer à ce processus-là. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent, et ainsi de suite. Et par la suite, il y aura une décision. Qu'est-ce qui est illégal là-dedans? Mais absolument rien. Et c'est là que ça devient une crise de communication, parce qu'au niveau de la légalité, il n'y a pas de problème. Au niveau de la communication, si les gouvernements, au lieu de dire « on va mettre le couvercle sur le presto », et c'est normal de le mettre, parce que tu te dis, voyons donc, il n'y a rien d'illégal dans le processus, il va y en avoir un peu de gens qui viennent d'Haïti, qui vont essayer de rentrer au Canada, il n'y a rien là. Mais si on regarde à l'international, si on s'intéresse à la politique ailleurs dans le monde, si on regarde ce qui se passe chez Trump, si on regarde ce qui se passe en France, et là on se dit, peut-être qu'on devrait communiquer le processus. Ben oui. Si on avait communiqué le processus, toute la haine qui est sortie en disant, puis toute la désinformation qui est sortie, n'aurait jamais existé. Mais parce qu'on n'a pas décidé de communiquer le processus et qu'on l'a communiqué 3 semaines, 4 semaines après le début de l'arrivée des migrants, bien, la problématique, elle est là. Et c'est là que ça devient une crise de communication, parce que c'était un processus très, très simple de communication, à dire, écoutez, voici comment ça fonctionne, il y a des balises. Vous allez, normalement, il y a des gens là, tous les jours qui se présentent dans les bureaux de députés fédéraux à travers le Canada pour demander l'asile. Tous les jours. Toutes les réceptionnistes, les directeurs de bureau, directrices de bureau envoient tous les jours. Puis, sauf erreur, Carl, là, ce que j'ai résumé tout à l'heure, là, c'est tout ce qu'il y a à dire. Exact. Il n'y a pas d'autre chose. Non, mais légalement parlant, il n'y a pas d'autre chose. Exact. Alors, une fois que c'est quoi le problème? On a une crise de communication parce qu'on communiquait avec des intérêts? Franchement, on a laissé Jean-François Lisée et François Legault faire leur pain et leur beurre avec ça cet été, dans un été où Lisée en avait besoin pour sa campagne. Évidemment, la meute. Tu sais, quand Jean-François Lisée dit « Dans un Québec souverain, là, ce serait fini, ça. » Puis Legault dit « Le Québec est rendu une vraie passoire. » À l'instant, là, dans un Québec souverain, là, ça change absolument rien, sauf si tu me dis que le Québec ne veut pas adhérer, ce qui est déjà le cas par ailleurs, ne veut plus adhérer à ces conventions internationales. Si c'est ça votre Québec souverain, de dire au diable les réfugiés, au diable l'aide humanitaire, au diable les valeurs humanistes, ben moi, franchement, ça ne m'intéresse pas, pour tout dire. Et puis, je ne suis pas certain, moi, que le Québec pourrait être la seule société en Occident à ne pas adhérer à ces conventions-là. En d'autres termes, on a défini le débat de cette manière-là. On leur a laissé le soin de définir le débat. Couillard et Trudeau est le premier à se garrocher avec n'importe quel nouvel arrivant pour faire un selfie, on le sait bien. Pourquoi il n'était pas là? Je me suis renseigné. C'est simple, ils savent qu'il y en a une grande majorité de ces mêmes demandeurs d'asile qui seront éventuellement expulsés. Donc, évidemment, on ne veut pas s'associer à un processus perdant. Mais il y a eu quand même, et puis j'aime ça que vous jasiez, là, mais à quelque part, il y a quand même ce que tout le monde a retenu de l'été quand on a parlé d'une crise, entre autres que, oui, Trudeau dit « on est un peuple d'accueil, on est une terre d'accueil, on ouvre nos bras ». C'est pas assez, ça. Oui, je sais, mais c'est pas la faute aux médias sociaux d'avoir relayé peut-être à des gens qui se sont dit « Ah, ben on va y aller, ils nous attendent à quelque part. » Puis on a peut-être corrigé un peu tard le tir. Mais c'est exactement ce que je suis en train de te dire. En disant on est une terre d'accueil, ce qui est vrai. Et c'est vrai que le Canada a toujours été une terre d'accueil. On l'a fait avec les Italiens, on l'a fait avec les Vietnamiens, on l'a fait avec les Irlandais. Les Syriens récemment. Les Syriens récemment. On a toujours été une terre d'accueil au Canada. Et ça fait partie du pourquoi on peut se dire fier d'être Québécois et d'être Canadien. Parce qu'on a toujours été une terre d'accueil. Du temps de Lévesque, le PQ a été un parti d'accueil énorme.
Au début des années 80, permets-moi de t'interrompre, mais René Lévesque, son ministre Couture et son ministre Godin avaient fait des pressions auprès du gouvernement Trudeau pour accélérer la régularisation des demandeurs d'asile haïtiens. Puis il y en avait pas mal plus que 2-3 000. Alors, il faut croire que le PQ a changé beaucoup depuis ce temps-là. Donc, on a toujours été... Mais pour revenir sur ton point, excuse-moi, je ne suis pas certain. Je comprends la terre d'accueil, puis moi, c'est des valeurs auxquelles j'adhère facilement. Mais à mon avis, le nœud du problème n'était pas là. Le nœud était beaucoup plus sur la question légale. Est-ce qu'il y a une crise? Est-ce que ces gens-là fraudent? Est-ce que ces gens-là, on l'a entendu, passent devant des gens qui ont fait des demandes depuis longtemps alors que c'est farfelu? Et moi, c'est là-dessus, je pense que Trudeau et Couillard auraient dû répondre. Mais c'est ce que je te dis. Donc, ils ont dit terre d'accueil. OK, parfait. Il y a des gens qui se présentent parce que Trump crée une crise auprès de ces migrants en disant, bon, ben tout ce que Obama a fait, ben, c'est de la chenoute, on n'en veut pas. Donc, les gens, les jeunes, et majoritairement, qui sont reconnus, oubliez ça, ils sont plus reconnus. Donc, en allez-vous-en chez vous, retournez chez vous. Et là, on a des communautés hispaniques et des communautés haïtiennes qui disent, bien, écoutez, on va aller où? On va aller au Canada. La crise, elle débute là. Si le gouvernement Trudeau dit, on est une terre d'accueil, mais voici les valeurs pour lesquelles on est une terre d'accueil. Voici les règles aussi. Voici les règles. La crise est terminée. Oui, il y a eu des gens, il y a eu des politiciens, on ne les nommera pas parce que ça ne me tente pas de faire du bashing de politiciens comme ça. Il y a eu des gens qui ne se sont pas occupés des communautés pour lesquelles ils représentent, ils sont la représentation. Toi, tu ne les nommeras pas, mais moi, je peux quand même dire que le gouvernement a envoyé des émissaires en Haïti, en Floride pour les Haïtiens. On vient au gouvernement fédéral de dépêcher un député latino pour aller parler aux latinos de Californie. Ça a pris 2 mois. Pourquoi ça a pris 2 mois? OK. Donc, c'est une grosse partie du problème et de la solution. Là. Ben oui. Okay. Pourquoi ça a pris 2 mois? C'est drôle, les choses se sont calmées depuis qu'on a jasé avec les communautés, depuis qu'on a Frédéric en tête, il y en a plein d'autres. On dit, écoutez, non, il y a des erreurs de droit là-dessus, de ce que vous communiquez, là, vous êtes dans le champ. Mais si on avait commencé en disant, on est une terre d'accueil, voici les conditions. Hey, c'est tout simple. C'est tout simple. C'est de la communication. Au lieu d'être en réaction, on est en proaction. Le problème, c'est qu'en politique aujourd'hui, on n'est pas en proaction, on n'est pas proactif, on est en réactif surtout. Et là, ben, les gens me disent, oui, mais il y a 10 trous dans le passoire, puis on a juste 9 chevilles. Ben oui, mais on peut-tu en créer une 10e? On peut-tu essayer d'en passer une 10e, une 11e, une 12e? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours être réactif? Et à ce que je comprends, à ce que je sache, et les derniers changements qu'il vient d'avoir sur le gouvernement provincial, c'est drôle, hein? Qu'est-ce que M. Couillard a dit? Moi, on était peut-être un petit peu trop réactif avec le chef de cabinet que j'avais. Peut-être qu'il faudrait changer pour devenir plus proactif. Là, crise de migrants est une crise, si c'est une crise de communication, c'est la communication du gouvernement vers l'étranger, vers les étrangers qui auraient voulu venir. Mais en même temps, on a... les propres citoyens. Oui, mais je veux dire, quand je dis c'est la faute aux médias sociaux, c'est qu'il y avait un réseau d'information qui communiquait à ces Haïtiens-là, puis bientôt ce sera d'autres, des États-Unis qui voulaient venir au Canada, par où passer, où aller, quoi faire. C'est comme si cette crise-là n'aurait pas été possible il y a 10 ou 20 ans, je me trompe? En tout cas, dans la mécanique, là, pour qu'il arrive autant de monde tout d'un coup. Dans la mécanique, elle l'aurait été parce qu'il y avait des petits journaux locaux, il y avait, tu sais, je veux dire, il y aurait eu autre chose. OK, mais ça aurait été plus long, là. Ça aurait été plus long, mais il y aurait eu autre chose parce que, je veux dire, il y a toujours eu des migrants qui sont passés par la frontière. C'est pas la faute aux médias sociaux. Ben non, ben non. Puis tu sais, je veux dire, c'est aussi la faute à certains médias, puis écoute, j'ai été producteur télé, donc je le sais, c'est aussi la faute à certains médias de vouloir mettre l'emphase sur la fameuse passoire de la frontière. Puis, écoute, oui, il y a toujours eu, je veux dire, il y a certains villages au Québec que tu peux y aller, puis tu mets un pied aux États-Unis, tu mets un pied au Canada. On trouve ça drôle. Puis on trouve ça drôle. Ça a toujours été comme ça. C'était comme ça dans les années 70, c'était comme ça dans les années 60. C'est encore comme ça aujourd'hui. Pourquoi on en fait un sujet? C'est de la faute aux médias beaucoup aussi. C'est l'été, il ne se passe pas grand-chose, c'est payant, c'est facile à couvrir, tout le monde a quelque chose à dire. Puis en plus, les politiciens se payent la traite parce qu'ils y voient un intérêt. Tempête parfaite, là. Moi, en fait, j'ai toujours pensé qu'il y avait une espèce de cercle très vicieux quand on parle d'état de droit, de respect de la règle de droit. Puis ça commence habituellement, vous remarquerez bien, là,
avec les politiciens et les médias. Et là-dedans, aujourd'hui, je vais être obligé d'inclure les médias sociaux, évidemment. Je suis assez d'accord avec ton analyse, cela dit, là, mais disons qu'on en ajoute une couche, chose qui n'existait pas avant. Pourquoi? Parce que le média, Jean-François Lisée, là, on revient sur lui, il est dans le trouble cet été. Ça va mal, Québec solidaire, ça a foiré, il y a son congrès qui s'en vient, il ne se passe rien dans son cas, sinon qu'une espèce de dégringolade dans un sondage, un sondage après l'autre. Donc quoi? Qu'est-ce que Lisée essaie de faire? C'est de mousser encore son petit message identitaire. Et comment est-ce qu'il nous fait ça? Ben, à des trucs, les invités de Trudeau. Quand même, les invités de Trudeau, il ne faut pas être gêné. Après ça, les bains, les vieux dans les foyers d'accueil, un seul bain semaine, on sait bien, on met notre argent là-dessus. Il est même capable de chiffrer les montants. C'est du gros n'importe quoi. Et là, moi, ce qui me désole, c'est de voir pas plus de médias qui sont, mais critiques de ce discours-là. Puis, en tout cas, moi, si j'avais été un média, en entrevue, je l'aurais planté en bonne et due forme. Et on l'écoute, puis on laisse ça, puis on se fait. Moi, j'en ai fait des entrevues à gauche et à droite cet été, notamment à TVA. Puis là, j'ai été obligé, là, franchement, là, de me saigner pour expliquer que ce n'est pas vrai, ce ne sont pas des gens qui sont illégaux. Et je relis plusieurs semaines plus tard, à plusieurs reprises, des chroniqueurs qui nous balancent la même salade. Donc, par définition, soit que vous êtes complice de ce discours-là volontairement, soit que vous êtes ignare. C'est un des deux, ou les deux. Et dans les deux cas, je trouve ça assez désolant. Mais quand je parle de tempête parfaite, c'est qu'on est dans un contexte où il y a une montée de l'extrême droite apparente. Je ne dis pas que ça a monté, mais on voit, ne serait-ce qu'aux États-Unis, Charlottesville, puis tout ça. Alors, il y a une espèce de température alignement des astres, j'ai le mot trop facile quand je l'utilise, mais là, il me semble que n'importe quoi dans cette zone-là de la vie au Québec allait prendre beaucoup de température. Regardez, juste la meute. Hein, ils nous disent, oh, non, on n'est pas des racistes, nous. Nous, on a juste un problème avec l'islam radical. C'est pas une race, c'est une religion. OK, donc pour les... Non, mais l'affaire, c'est qu'il y a juste une forme d'islam, c'est l'islam radical. OK, ça, c'est fin pour le milliard 400 millions de musulmans travaillant. Pour où je m'en vais avec ça? La meute, apparemment, selon les médias d'ailleurs, était créée strictement pour ça. C'est pour lutter contre l'islam radical. Puis moi, j'ai vu des chroniques, je suis désolé, de certains chroniqueurs que je ne nomme pas parce qu'on les connaît, où on cherche à comprendre ces gens-là, blablabla. Et là, tout à coup, débarquent 2000 Haïtiens. Et là, c'est des Haïtiens musulmans, là, j'en connais pas, moi. Mais la chasse est ouverte. Mais là, voilà, et là, je reviens exactement à ton point. Là, potouf, là, la meute débarque, et puis là, qu'est-ce que c'est ça? Des immigrants illégaux, puis là, les vieux, ils n'ont plus de bain. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Comme si ces gens-là s'étaient souciés du bain des vieux dans les... Donc, tout ça pour dire qu'on mousse ça, et ça, je rejoins parfaitement ton point. C'est tellement facile, je veux dire, on patauge dans un spa de pétrole. Et là, il y a une couple de gorlots qui se promènent avec leurs allumettes, ils disent, je vais balancer. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on est tous assis dans le spa, là. Et là, ce qui est en train d'arriver, là, c'est que ça va faire boum, comme ça fait boum avec 59 millions d'électeurs trumpistes. Et je rattrape la balle au bon, puisqu'il va y avoir d'autres migrants éventuellement. Ah, ça, je te le garantis. Oui, non, mais on sait qu'il y en a de toute façon, mais il y a peut-être une crise en bonne et due forme qui se prépare selon ce que Trump va décider. Oui. Là, on le sait, là. Puis on va recommencer le même discours sur la sémantique. On n'a rien réglé. Moi, c'est ça qui me choque un peu. Et tantôt, je ne t'ai pas arrêté quand tu l'as dit, mais tu as dit il y en a 40 un peu qui sont acceptés, peut-être 60. Oui, mais ça, c'est avant les appels, parce qu'ils ont le droit à un deuxième appel. Ils ont droit un premier appel, un deuxième appel. Et puis, le passé est garant de l'avenir dans ces matières-là. Excuse-moi, Louis, je ne vais pas t'arrêter, mais je ne suis pas certain que mon 40 je crois que le 40 qui est refusé inclut les décisions définitives, donc incluant l'appel. Vérification de Radio-Canada. J'ai mon ami François comment il s'appelle? Cormier, qui a fait une vérification. Ouais. Je pense que c'est lui. Et après un appel et un deuxième appel, essentiellement, le chiffre continue de monter sur ceux qui vont être acceptés. Mais au final, c'est 60 ouais, puis au final, le gouvernement peut aussi dire, bien là, regardez, là, pas vous les renvoyer chez eux, on va tous les laisser rentrer soit ici, puis la prochaine fois, on verra. Là où je vais en venir, il y a rien de mal avec ça. Ouais, mais comme les Vaincs avaient fait. C'est ça. Comme on a fait avec les Vietnamiens. Exactement, exactement. Est-ce que ça a changé la société québécoise? Parce qu'on a pour le mieux. Ben oui. Oui, tout à fait. C'est juste un exemple. Les réfugiés syriens. Là, on parle des Haïtiens, là, mais il y en a qui se sont brûlés d'urticaire identitaire avec les 5000 Syriens. En avez-vous déjà vu un réfugié syrien? Non. Je pourrais même pas vous dire ce que ça a l'air dans la rue, un réfugié syrien, puis j'habite au plein cœur de Montréal. Donc, à un moment donné... J'habite dans Villeray et cette semaine, une dame qui vient d'arriver
Il me dit, écoutez, je descends, bon, tu sais, j'avais des trucs de trop dans l'appartement, je descends. Elle dit, est-ce que vous pourriez m'aider? J'ai rien. Je dis, oui, avec plaisir. Et elle me raconte sa vie. Elle est bénévole au YMCA. Ça fait 2 mois qu'elle est arrivée, puis elle est déjà bénévole. Je connais énormément de Québécois de souche qui se disent de souche, qui lèveront pas le petit doigt pour aider son prochain. Mais les bains dans les foyers d'accueil. Ben oui, les bains, toi. Mais elle est là depuis 2 mois. non, mais elle est là depuis 2 mois, puis elle aide. Voyons donc, c'est pas tous des méchants. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable? Une question qu'on se posait dans une des converses qu'on a eues, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est plus capable de dire aux gens qui sont racistes qu'ils sont racistes? Et ça va commencer à être une crise de communication. C'est pas politiquement correct. Oui, mais le politiquement correct, à un moment donné, il faut arrêter. Je vais même plus loin que toi là-dessus. Là. Aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est drôlement plus grave de dire à quelqu'un « c'est raciste, ce que tu dis », que d'être raciste soi-même. Oui, c'est ça. Parce que moi, je connais aucun raciste qui sait qu'il l'est. C'est quand même un sacré gros problème. Là. Il n'y a jamais rien qui est assez raciste pour être raciste. Mais par contre, traite quelqu'un de raciste. Regardez les chroniques de plusieurs chroniqueurs qui débutent toujours « Bon, on sait bien, je vais encore me faire traiter de raciste. » Comme si ça te dédouanait. Je veux dire, un bon truc pour ne pas te faire traiter de raciste, c'est arrête de l'être. Je veux dire, moi, je me suis fait traiter d'un paquet d'affaires, mais raciste, j'ai jamais entendu ça. Donc, tout ça pour dire, le concept existe, et juste avec la commission sur le racisme systémique. Je veux dire, c'est quoi le problème? Je le vois pas, là. Est-ce qu'il y a des avantages électoraux? Peut-être, mais franchement, je ne vois rien là-dessus. Mais là, c'est, hey, encore Jean-François Lisée, qui d'autre? Couillard veut faire le procès des Québécois. Qui ça? Quand ça? Pour faire quoi? Il n'y a jamais personne qui a dit que qui a dit que les Québécois étaient racistes? Pas moi. Non, mais toi, est-ce que tu es en train de me dire, Jean-François, qu'il n'y a pas de racisme chez les Québécois? On serait la seule nation à travers la planète sans racisme? Non, mais ça serait franchement génial. Et tout ça, moi, en tout cas, je le ramène systématiquement à des questions de communication. Pourquoi on ne répond pas à ça? Sur la question de la commission qui est partie en brioche, c'est tout croche cette affaire-là. Peu importe ce qui sortira de là, ça s'en va dans le drain s'il n'est pas déjà trop tard. Bien, c'était une question de communication, à mon sens. Et ça, j'ai l'impression que souvent, les libéraux, fédéraux ou provinciaux peuvent avoir des bonnes idées à ce niveau-là. Ils ont, en tout cas, à mon sens, des bonnes valeurs ici et là, d'un point de vue identitaire. J'endosse pas tout, on s'entend. Mais ils le communiquent tellement mal qu'ils se desservent eux-mêmes, même sur des valeurs qui sont, à mon sens, c'est ce que je te solides. dis. Ils sont réactifs au lieu d'être proactifs. C'est vrai, tu as raison. Ça fait partie de la problématique de communication des derniers gouvernements qu'on a eus depuis des années. Oui, mais sais-tu, chaud et l'eau froide, ça, c'est qu'à un moment donné, c'est plus facile d'essayer de mettre le couvercle sur la marmite puis d'attendre que d'essayer d'aller au front. Je ne sais plus où me placer, Louis, pas de farce, parce que, tu sais, j'ai fait les deux. Je fais partie des quelques rares, avec, mettons, Bruno Guglielminetti et compagnie, où on a marché sur la ligne journalistique, puis on a marché sur la ligne de consultant. Puis on se promène un peu à gauche et à droite, dépendamment des mois ou des jours où on marche. Et je sais vraiment plus quoi en penser de ça, parce que moi qui ai vu les deux côtés du tableau, je sais comment fonctionnent les gouvernements. Je savais très bien, lorsqu'il y a eu l'annonce du changement de cabinet pour M. Couillard, je savais que ça se préparait depuis très longtemps. On le sentait, je veux dire, tout le monde le savait. Fait qu'il y a des choses qui se savent, il y a des choses qui se sentent, il y a des choses qui sont comme obligées. Et d'être capable de communiquer à sa population pour un gouvernement, c'est obligé. Ce n'est pas de dire « je vais attendre la réponse ». Je veux dire, M. Trudeau, dans tout le respect que j'ai pour son organisation, et Dieu sait que tous les gens qui sont autour de lui, j'en respecte énormément. Il est super électoral et politique. Là. Il est seul. Il n'y a pas d'opposition en ce moment. Il aurait pu prendre des décisions beaucoup plus efficaces et beaucoup plus risquées au niveau communicationnel que d'y aller dans la douceur. Et la consultation. Et la consultation, parce qu'il n'a pas personne contre lui. Du côté du Québec, M. Couillard a 2 joueurs qui essaient de se donner énormément de pouvoir de communication, puis énormément de spécialistes de communication, pour essayer de lui donner des jambettes. Puis bon, veut pas, on a un premier ministre qui se donne lui-même des jambettes. Fait que des fois, les lacets sont détachés, puis il s'enfarge dans ses propres lacets de bottines, pauvre lui. Mais au fédéral, parce que c'est une question fédérale, arrêtons de parler de la question provinciale des migrants, c'est une question fédérale. Au fédéral, il y a un chef de parti et un chef d'État
qui a toute liberté d'être capable de faire et de dire ce qu'il veut. Parce que c'est quand même pas l'NPD, pas de chef. Puis c'est quand même pas les conservateurs avec un chef qui ne sait pas trop ce qu'il fait dans ce siège-là. Ou qui il est. Qui va être capable de le mettre sur la sellette. Donc, il se met lui-même sur la sellette et il s'enfarge lui-même dans ses lacets de bottines, alors qu'il a tout le terrain devant lui pour faire ce qu'il veut et pour donner une véritable communication sur... Je t'interromps parce que là, je suis curieux. Est-ce qu'il communiquait mieux pour se faire élire qu'il communique comme premier ministre? Je pense, et ça, je ne me ferai pas aimer de plusieurs de mes amis, mais je pense que l'entourage de Justin, pour plusieurs, ce sont des campaigners. Gerald Butts, qui est son principal conseiller, qui est un homme que je respecte, qui est un homme que j'aime, qui fait partie des meilleurs communicateurs politiques, ils sont brillants, campaigners, ils sont brillants. Mais c'est un campaigner. Là, on arrive dans des situations où on doit gérer le quotidien. Et on ne peut pas faire de campagne, puis là, je sens que Frédéric est en train de bouillir à côté. Oui, c'est ça. Mais on ne peut pas faire de campagne dans le quotidien. Je pense qu'il faut départager et on peut être réax en campagne, mais lorsque tu arrives dans le quotidien, il faut que tu sois proactif. Tu ne peux pas être réactif. Absolument d'accord. En fait, on fait quoi pour la prochaine crise? Donc, s'il y en a une qui s'en vient, on sait qu'il y en a une qui s'en vient. Non, il y en a une qui s'en vient. Moi, j'ai juste vu sur Facebook ce matin, je n'ai pas eu le temps parce que là, il y a des gens qui sont présentés chez les Mohawks en allant cogner pour le chef en disant, ben écoutez, là, par où on passe, là, c'est dangereux, puis vous êtes les prochains, là. Les Arabes vont essayer de vous assimiler. Fait que les Blancs n'ont pas réussi, les Arabes s'en viennent. Venez militer avec nous autres. Et je vous jure, en tout respect, sur la tête de mon fils, que c'est ce que j'ai lu dans le message qui est en train de circuler sur les médias sociaux aujourd'hui. On est dans une crise de désinformation et on a beau y aller de tout notre souffle, de toute notre force, de toute notre énergie à moi puis à lui à dire « Non, écoutez, calmez-vous, là. » Ça va prendre des leaders politiques qui vont se lever en disant « OK, on arrête, là. C'est un cirque, c'est une parade. On peut le faire avec Marine Le Pen, on peut le faire avec Donald Trump, mais le Québec, c'est pas ça. » Et moi, quand j'ai fait la campagne... Quand il y aura des mosquées sur les réserves, là, tu regretteras tes propos. L'ironie vous va très bien, M. Bérard. L'ironie vous va très bien. Et le cynisme aussi. Mais c'est une bonne façon. C'est une bonne vrille pour sortir parce qu'il fallait qu'on s'en aille. Mais j'essayais juste de voir qu'est-ce qu'on a tiré comme leçon. Alors, dans le fond, on n'a rien tiré comme leçon. Parce je vais aller peut-être un peu plus loin que je suis déjà allé. Là. Il y a pour moi, là, tout ça, là, les médias, oui, évidemment, mais surtout la responsabilité politicienne. Ce n'était pas des discours qu'on entendait chez les politiciens à l'époque. René Lévesque avait des défauts, Robert Bourassa avait des défauts, Lucien Bouchard, Jacques Parizeau en a échappé une grosse, on s'entend, le soir du référendum de 95, mais ce n'étaient pas des politiciens qui moussaient ce sentiment xénophobe, ce sentiment raciste. Au contraire, c'était des politiciens qui déconstruisaient, et là j'ai inclus là-dedans les Lucien Bouchard, même en matière de langue et ainsi de suite, qui passaient des messages à tous les intolérants. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire, et en ce qui me concerne, tout ça part de la tête et on sait que quand un poisson pourrit, ça commence par la tête et dans ce cas-ci, la tête, c'est la tête politicienne. Et franchement, il y a des politiciens qui devraient se regarder dans le miroir et se dire que peut-être que là, je suis allé un peu trop loin parce que n'oublions pas que le média qui entend ces déclarations juteuses, on peut revenir avec l'Isée, il y a des jabs partout, ça suffit, puis là, ça finirait plus. Ces médias-là, sont obligés, d'un point de vue professionnel, de relater les propos. Mais évidemment qu'il y a un impact à tout ça. Donc, en d'autres termes, ces politiciens-là devraient se regarder dans le miroir. Et les autres politiciens, ceux qui, à mon sens, ont des bonnes valeurs d'un point de vue identitaire, je pense qu'il commence à être temps, puis là, on se rejoint là-dessus, de répliquer du tac au tac. C'est des gains faciles. Il faut arrêter les gains faciles. J'allais dire, ça va être le mot de la fin, mais je vais te laisser. Merci. Tu le sais, tu me connais, je veux toujours le mot de la fin. Il faut arrêter les gains faciles. Je suis parfaitement d'accord avec Frédéric. Il faut arrêter les gains faciles et d'aller dans l'identitaire, d'aller dans l'identité. Jamais, au grand jamais, aucun politicien nord-américain est allé dans ce terreau-là. C'est un terreau qui est beaucoup plus européen. Qu'est-ce qu'on fait à jouer ce terreau-là? Churchill l'a fait, fine, mais on n'est pas Churchill. On est de la descendance des Kennedy. Pourquoi est-ce qu'on s'en va dans ce terreau-là lorsqu'on a créé nous-mêmes des modèles qu'on est en train de déconstruire? Et ça, moi, ça me choque de façon incroyable. Bon, lui, on a assez parlé de lui. Hein? Au début, la Société d'admiration mutuelle a fait sa job. On peut te lire dans le métro, on peut te voir sur le métro, tu es avocat, tu fais un paquet d'affaires. Ouais, OK. C'est bon. Y a-tu d'autres choses? Non.
non. Et le tube.tv, il fait quoi de ce temps-là? Le gars du tube.tv? Le gars du tube.tv, il fait plein de chroniques à gauche et à droite aussi. Il a bien des beaux clients. Il fait du contenu, il produit du contenu, il travaille sur bien des projets ici et en Europe. Puis il est bien content d'être capable de pouvoir donner son opinion sur autre chose, en fait sur des valeurs plus profondes que la communication. Parce qu'on a toujours pensé que ce gars-là du Tube, c'était un gars de numérique et juste de médias sociaux. Mais ce gars-là a beaucoup plus de profondeur que la couverture. Société d'admiration autonome mutuelle. Merci beaucoup, Carl Charret. Tu voulais le dernier mot, tu l'as eu là. C'est ça. Merci. Non, mais je m'en vais le donner le dernier mot, mais ça a été un plaisir de jaser de ça avec vous. Merci Louis. Messieurs. Et merci à vous d'avoir été des nôtres. Évidemment, on dit pour les communicateurs avec des communicateurs, sujet de communication, mais la politique est jamais loin. Comme on dit dans la vraie vie, tout est dans tout. Ici Louis Lemieux. Merci d'avoir été là. Au prochain épisode de Communication 360.